Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 68e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sexami, Mundi Joseph et notre invité Kevin Diorio. What's up? Yo. Content de t'avoir parmi nous, Kevin. Yes, moi aussi. Première fois en vidéo, exactement. Les gens, ils savent c'est qui maintenant. Yes, exactement. Kevin, c'est lui, Kevin, qu'on parle là. C'est lui. Un de nos invités préférés. C'est pas vraiment un invité, là, c'est plus Un collaborateur. Un de nos collaborateurs préférés. C'est un collabo. Yes, exactement. Honnêtement, guys, on va commencer directement right off the bat en parlant de Avatar, de Way of Water, les mises à jour qu'on a eues au cours des dernières semaines. On a en fait la durée du film qui est sorti officiellement, c'est 3h12 minutes. Fait comme on disait, genre comme auparavant, ça va être un film qui va être assez long, à 3h12 minutes. Fait que préparez vos pauses pipi avant de voir le film. Sinon, au niveau du budget, le budget officiel est finalement sorti parce qu'en fait, ce qui avait été initialement annoncé, c'était que le film devait coûter à peu près 250 millions de dollars. Des peanuts. Exactement, c'est ça. Finalement, il coûte pour de vrai 400 millions. Puis ça, c'est suite aux propos de James Cameron qui avait mentionné en fait que son film devait faire genre comme presque 2 milliards au box-office pour que le film soit rentable, ce qui est carrément, en fait, à mon avis, une aberration. Mais juste, en fait, avoir vos opinions, votre opinion à vous sur la mise à jour du budget qui est, en fait, 400 millions, qui fait, en fait, de ce film-là, de facto, un des films les plus chers, avec Pirates des Caraïbes, le troisième, Stranger Tides. Mm-hmm. Si tu me permets, là, je vais me lancer. Vas-y, Evans, lance-toi là-dessus. Et c'est terrible. C'est terrible. Tu me dis 400 millions? 400 millions, exactement. 400 millions. Puis ta règle de 2, là, ta règle de 2 avec le marketing, ça serait x2? En fait, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est que de manière générale, tu prends ton budget de production. Fait que le film a coûté 400 millions à faire. C'est ça. Fait qu'en général, ils vont mettre à peu près 400 millions marketing. Mais je pense pas que là, ils vont faire fait que attendez. Fait que ça arrive à un budget finalement de 800 millions. Sauf que quand vous voyez au niveau du box-office un certain montant, on va dire que le film fait 1.2, 1.5. Dans les faits, la compagnie de production, elle va avoir genre 60% de ce montant-là. Ils ont vraiment 60%. Parce que les salles de cinéma, ils gardent une partie. Ouais. Exactement. C'est ça. La distribution et compagnie. C'est ça. Fait qu'au bout du compte, le film, avec un budget de 400 millions, encore là, c'est plus ou moins rough. Mais honnêtement, ça a du sens avec ce que le film a comme effet visuel. Dans les faits, ce film-là, pour que les autres soient financièrement viables, doit faire à peu près 1.2, 1.3. Il doit clairement dépasser le milliard, ça c'est sûr. 1.2, 1.3, c'est break-even. Non, il break pas even à 1.2. À 1.2, il va probablement... Que, guys, il faut reculer dans le temps. Dans le temps que BVS était sorti, là, okay, ils avaient dit qu'il fallait qu'il fasse 1.1 milliard pour qu'il break even. Okay? Ils ont fait 800 millions. Puis le film a coûté 250 ou 280 à peu près. Ça, c'est juste en production, sans les annonces. Ouais. Non, puis mais vas-y. Le film a quand même été un succès, je dirais, quand même à 800 millions, mais ils ont barely... je pense qu'ils n'ont même pas passé. Pour Justice League, par contre, il y a un caveat... Je parle pas pour Justice League, pour BVS. Pour BVS, excuse-moi. Ouais. Dans le sens où en bas de 1 milliard, c'était aussi un échec pour eux. Exact. Ce que je veux dire. Pour les deux personnages, on parle pour de les deux exactement. personnages. Il y avait cet astérique-là aussi que pour vrai, si le film n'atteignait pas 1 milliard, même si on fait peut-être un peu de cash, on n'a clairement pas atteint le vrai potentiel du film. Ben non. Fait que ça, c'était un des éléments. Mais pour revenir à Avatar, en fait, je veux dire, 1.2, 1.3, mais même dans les faits, même à 1.1, 1.2, le film va être probablement en dessous de son vrai potentiel. Oui, c'est ça. C'est ça. Le 2 milliards, je pense, c'est ça qu'ils visent, eux autres. J'imagine. 1.5 au moins, 1.6, 1.7 dans ces eaux-là. Je pense que n'importe quel chiffre en bas de 2 milliards, guys, ils vont être déçus. C'est un flop, là. Parce que le premier, il a fait tellement d'argent à l'époque. Ouais. Puis là, OK, celui-là, il coûte encore plus cher.
Fait que eux autres, là, dans leur tête... Ils s'attendent à 2 milliards. Ils s'entendent à du 2 milliards. Mais oui. L'affaire, c'est que le film dure 3h30, donc 3h15. Ben, avec les annonces... Avec les annonces, 3h30? 3h30, 3h45. Ça, s'ils en mettent des annonces... 3h30. Non, il va en avoir des annonces. S'ils mettent des annonces, ça veut dire que ça va durer 3h30. Tu vas rester 3h30 au cinéma. Ça veut dire que tu perds des visionnements. Donc, ils vont prendre toutes les salles. En fait, c'est exactement ça qu'ils vont faire pour compenser la perte de visionnement. Ils vont perdre toutes les salles. Quand Avatar va sortir, il va rien avoir d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il va avoir genre 1 ou 2 séances de Black Panther, puis peut-être une séance d'un film indépendant, auteur. Mais le matin de bonheur, là. Non. Non. Dans une des salles obscures. Une des salles, mais ce que je veux dire, c'est dans le fond, là. Mais non, mais le soir, là, en fin de soirée, ça va être que du Avatar. Tu vas quand même avoir... Dis-toi que les cinémas, ils ont à peu près une quinzaine de salles à peu près. Tu vas avoir au moins une salle ou deux, une salle qui va avoir un film indépendant, une salle qui va avoir un film de Black Panther, une salle qui va avoir un tel autre film, puis tu vas avoir comme 8-9 salles qui vont avoir juste Avatar. Imagine, tu vas le voir à minuit. Non, c'est sûr que non. Oh non, mais non. 11h50. Il va y avoir aucune... Ta dernière représentation va être à 9h au plus tard. Ça, c'est sûr. T'as pas de représentation à minuit, là. Non, ben non. Qui va vouloir travailler jusqu'à 4h? Les employés vont être là jusqu'à 4h du matin? Ben non, c'est ça, exactement, tu sais. Mais juste pour revenir, qu'est-ce que vous pensez, vous, du commentaire de James Cameron qui dit que son film devait... en fait, le film doit devenir, pour prendre sa citation, le film doit devenir le 4e ou 5e plus gros film de tous les temps. As-tu la liste? Juste pour Break Even. On peut checker la liste? La liste de mémoire... Du top, le premier, c'est Avatar. Le deuxième... Non. En termes de budget... en termes de budget... Non, mais pour que ce soit rentable, il n'a pas dit... Il faut que ce soit 3e ou 4e meilleur au box-office? Oui. En fait, c'est ça que je veux dire. OK, t'as c'est Avatar 1. Ouais, exactement. T'as Endgame. Après ça, tu as Titanic. Oui, Titanic, il doit être dans ce point-là. Quatrième, je pense, c'est Infinity War. Non, c'est pas Force Awakens? Puis après Infinity War, quelque chose comme ça? Un des deux. Donc, faut que ça soit, bref, il faut que ce soit à 2,2 milliards. C'est un non-sens, là. Il doit atteindre le 2 milliards, en fait. Wow. Puis pour atteindre le 2 milliards, il faut... Je dis pas que dis-toi que c'est possible. Si le film est bon, puis il vaut la peine, le monde va y aller. Mais non, mais il faut qu'il rentre en Chine aussi, là. Le film a été confirmé en Chine. Oui, c'est vrai, on l'avait dit ça. confirmé en Chine. C'est juste que là, en Chine, par exemple, il y a un problème. Puis ça, par contre, c'est un énorme boost. Non, mais c'est un énorme boost pour le film. Check. J'ai la liste. Ouais, j'ai la liste. Avatar a fait 2,9 milliards. C'est n'importe quoi. Avengers Endgame a fait 2,7, 2,8, exactement. Titanic a fait 2,2. En quatrième place, comme tu disais, c'était Force Awakens, 2 milliards 69 millions. En cinquième place, tu as Avengers Infinity War, 2 milliards 48. Puis après, c'est No Way Home. En fait, il faudrait qu'il atteigne le 2 milliards. Je pense qu'il pourrait se rendre à Titanic. Wow. Titanic Kevin. Tu penses que le film peut atteindre 2 milliards? Titanic et épisode 7. Donc pour toi, c'est Easy qui fait 2 milliards. Easy, je sais pas, mais ouais. Mais ça, entre ces deux braquettes-là, ça devrait... Moi, là, si on faisait pas le King of Box Office, j'aurais dit qu'il aurait fait 2,5 milliards easy. Mais non, laisse pas finir mon anecdote. Okay? Si on n'aurait pas fait le King of Box Office, je dirais, le film va faire 2,5 milliards easy. Mais avec mes pronostics sont à chier. Mais là, je sais même pas. Avec l'expérience que j'ai maintenant, je sais même pas quoi dire, man. J'ai même peur. Ce qui aide le film, comme on l'a dit, c'est la sortie en Chine. La sortie en Chine. Le film est très bien reçu en Chine, il est très apprécié. Ça va être un coup de circuit en Chine, probablement. Exact. En contrepartie, par contre, ce qui se passe en Chine, c'est qu'il y a beaucoup de lockdowns. Des lockdowns. Énormément. Tu as une grosse partie de la population qui sont constamment en couvre-feu. Juste pour mentionner par rapport à ça, le gouvernement est en train de revoir. Ça se pourrait qu'ils modifient leur politique. À ce niveau-là, ben, je ne vais pas trop en débattre de ça. Là, ça fait 3 ans qu'ils sont en lockdown. Mais eux autres, on dirait que la politique veut assouplir tout doucement le zéro COVID. Là. Ça fait que ça va être à suivre. Ça va aider, disons. Mais non, ça fait qu'au bout du compte, il faudrait que le film, selon sa citation à lui, il faudrait que le film atteigne le 2 milliards. Mais si tu checkes le budget que le film a coûté, ça a zéro sens. Le film, pour vrai, si ton film te coûte 400 millions, c'est pas 2 milliards pour que ce soit rentable. Ça va être... mais je pense que pour lui... On s'entend-tu que rendu à 2 milliards, il a fait son argent? Là? Oui. Non, mais moi, je pense plus que c'est lui, il s'attend... Lui, son premier a fait
a fait ce qu'il a fait était le premier. Il s'attend que le deuxième, là, et il veut pas avoir un deuxième à 800 millions, là, disons. Moi, j'ai l'impression qu'il va avoir Avatar 1, 2, 3, 4, 5. Il veut que c'est ça qu'il veut, là. Il veut que Avatar 3, il veut que son Avatar 2 batte le premier. C'est pas compliqué. Le connaissant, là, la façon qu'il parle, là, il veut que ça va être dur. Il veut que. Ben oui, c'est sûr que ça va être dur. Là. Il a sorti 5 fois la première Avatar pour que ça ressemble à 2.9. C'était Endgame qui était le film le plus lucratif, puis il a sorti Avatar après. En Chine, puis ça a fait. L'affaire, c'est qu'il le sort il l'a sorti à plusieurs reprises, mais à chaque fois, ça a fait beaucoup de cash. Ouais, exactement. Fait qu'il va faire du cash, man. C'est quand même indicatif du succès du film. Exact. Autour de vous, est-ce que vous sentez qu'il y a un vibe sur ce que tu vois, il y a un hype. Il n'y a pas de hype. Non. Mais c'est ce que je parlais, je pense, la dernière fois. J'ai pas le... À l'époque, quand c'était sorti, il y a 10 ans, c'est ça? Pas plus que ça. Il y a plus que ça? Il y a 14 ans. 2009. 2009, je pense. Anyway. À l'époque, quand c'était sorti, j'étais beaucoup plus... Il n'y avait pas de hype non plus. J'étais plus... Non, mais j'étais plus... Non? Le hype était pendant, pas avant. Monzi. Quand le film est sorti, il a fait 75 millions. Si tu te rappelles bien, il parlait des avancées technologiques, le 3D, ouais, qui nous parlait que que James Cameron allait amener quelque chose de nouveau et tout ça, puis tout le monde était intrigué. Mais là, il y avait un hype. Mais là, présentement... le hype était plus fort que celui de maintenant actuel. Ouais. Parce que présentement, il n'y a rien qui peut dire... Il n'y a rien qui est sur la table. Il n'y a rien sur la table. Il y a 3h15. C'est juste ça qu'il y a sur la table. 3h15. Puis pour le premier week-end, le budget, le montant qu'ils ont fait comme 75 millions. Ouais. Mais check, à l'époque, 75 millions, c'était huge. C'est vraiment à partir de Marvel que là, c'est devenu genre comme des Marvel, 120, 150. Pour nous, c'est rendu une certaine norme, mais à l'époque, c'était quand même... il n'y avait pas beaucoup de films qui faisaient ça. Mais oui, non, exactement. Fait que ça va être... En effet, comme Evans, je ne sens pas vraiment de hype. Mais il n'y a rien sur la table. Je ne sens pas de hype, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vont aller le voir. Oui. Par défaut. Mais comme tu dis, ça, je pense pas que les gens vont passer par-dessus. Surtout que c'est durant les fêtes. C'est clair que les gens vont aller. Ça va être une sortie du temps de la période des fêtes. Mais c'est ça. Je pense plus que c'est que James Cameron, il n'y a rien sur la table. Il met rien sur la table par rapport à ses anciens films qu'ils ont amenés. Ils ont toujours amené quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur. Puis cette fois-ci, personnellement, moi... Ça va être l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire, puis le 3h15. Ouais, non. Non, mais t'as raison, parce que rendu là, son principal point de vente, le 3D, on l'a vu. Mais on a eu l'expérience. Je pense pas qu'il va pousser encore plus loin que ce qu'on... Là, c'est du 4D en 16. Non, exactement, tu sais. Fait que ça va être au niveau de l'histoire. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter au niveau de l'histoire. Voilà. Oui, James Cameron fait des bons films. Yeah, exactement. On dit pas ça. Ça, c'est clair que non. Il fait des bons films, là. Il fait des bons films. C'est une valeur sûre en termes de qualité cinématographique. Ça, il n'y a pas de doute. Il fait des excellents films comme ça. Son nom vend. Yes, exactement. Donc, sur ce, juste dites-nous ce que vous en pensez. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, savoir votre opinion sur est-ce que vous êtes intéressé à la sortie d'Avatar, puis qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait que le film a coûté 400 millions et est devenu un des plus coûteux de l'histoire. Est-ce que c'est le plus coûteux? Parce que t'as pas les chiffres officiels. Ils disent entre 350 à 400 millions. Parce que je me rappelle pas d'avoir entendu un film coûteux aussi cher que ça. Non, Stranger, Pirates des Caraïbes est à 400 et quelques genre. Hein? Fait qu'il est dans les plus coûteux. Pour que ça coûte cher de même. Je suis pas sous le plateau. C'est des pirates. Les effets visuels du film. Mais je pense que les effets visuels. Non, exactement. Je regarde. T'es en train de me dire que Pirates des Caraïbes est plus fraîche en termes de... fraîche, ça n'a rien à voir. Le budget n'a rien à voir avec fraîche. En termes d'effets visuels que, mettons, les derniers Avengers? Non, mais à l'époque, ça coûtait plus cher faire le CGI de l'époque, et il devait coûter un peu plus cher que maintenant. Là. Ouais, ça dépend aussi exactement comment ils ont poussé les limites à l'époque. C'est ça, là, à l'époque. Là. Plus, peut-être qu'il y a eu des dépassements. C'est quel... on parle du 3e, du 4e? Stranger Tides, c'est le 3e ou 4e. Parce que le 4e, c'est proche des Avengers, elle est là. Ouais, non, je sais. Sinon, il y a eu des dépassements de coûts, mais anyway, c'est même pas le topic. Non, tu sais très bien pourquoi que je brasse, là. Je veux chercher des affaires.
Mais pour revenir à Avatar, en fait, c'est ça. Fait que n'hésitez pas à nous dire, vous, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette information-là. Parce que vous êtes intéressé, en fait, tout court, même à voir le film à 3 heures. Est-ce qu'il y a un hype pour vous, tu sais? Fait que, est-ce que vous allez prendre un congé au travail, une demi-journée pour aller voir le film? Moi, t'as même pas besoin de prendre même pas besoin de prendre le congé. Moi, je prends dans le temps des fêtes. C'est dans le temps des fêtes, c'est ça. Tu vas être correct. C'est juste ceux qui travaillent au cinéma qui n'ont pas de congé. Imagine s'ils font un spécial Avatar 1, après ça Avatar 2. Yo, tu passes ta journée au cinéma. Là. Mais non, c'est ça. Comme épisode 7 avec toutes les Star Wars. Quoi. All right, guys. Prochain sujet. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait parler la semaine passée, mais malheureusement, on avait beaucoup trop de topics. C'est la mort de Jason David Frank, qui est connu pour son rôle dans Power Rangers. Il jouait le Green Rangers, Tommy Oliver, qui a repris, en fait, le personnage dans plusieurs autres séries des Power Rangers. Fait qu'il est mort récemment le 18 novembre dans une chambre d'hôtel. Et c'est une nouvelle qui a secoué le monde geek. Puis c'est ça. Puis regardez, moi-même, comment expliquer ça? Je suis pas le plus gros fan des Power Rangers, mais je me rappelle que quand la saison 1 et la saison 2 étaient sorties, c'était le truc à écouter, genre parmi les enfants de mon âge. Puis j'ai vraiment de très, très, très beaux souvenirs de cette série-là. Fait que non, c'est une nouvelle qui m'a profondément affecté quand même. Pas autant que toi, Kevin. Toi, chez Kevin, tu étais vraiment un gros fan de la série. Je jouais au hockey, puis une fois que le hockey est terminé, t'allumes ton LTE sur ton cellulaire, puis je reçois ça comme nouvelle. Ça, ma vie va aller bien pareil, là. Je vais passer au travers et tout. Mais ça m'a fait un choc parce que moi, les Power Rangers, ça a été les Mighty Morphin Power Rangers, parce qu'après ça, j'ai le rocher, là, mais les Mighty Morphin, ça a été quelque chose de très important pour moi dans mon enfance, l'adolescence. Puis même encore aujourd'hui, j'achète les BD de Mighty Morphin parce que c'est les Power Rangers, c'est mes Power Rangers. Fait que puis le personnage de Tommy, c'est un personnage assez important dans toute cette saga-là. Fait que ça m'a fait un petit quelque chose. Ça t'a marqué. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas pour vous, les gars, si vous aviez suivi. Je pense que vous êtes un peu trop vieux, par contre, pour les Power Rangers. Tous les moi, deux, c'était quand Power Rangers est sorti, moi, j'ai seulement vu la première saison. Ouais. J'ai vu le film. Puis je le regardais parce que c'était cool. Ça tombait dans mes cordes, mais je trouvais ça un petit peu trop kiddé un peu. C'était plus visé pour toi. Mais j'appréciais quand même. Puis Tommy c'était mon personnage préféré de la série. Moi, j'ai vraiment été comme floor là, quand j'ai vu la nouvelle en plus pour de la manière en plus comment je trouve ça juste trop triste. C'est choquant, sérieusement. Regarde, puis un peu dans le monde du geek de Power Rangers, c'était un des seuls qui continuait à faire des trucs des Power Rangers, qui allait dans les conventions, qui poussait le personnage, qui voulait faire je pense qu'il y avait un projet de film en branle en ce moment. White Dragon, je pense. Ouais, c'est ça. Puis genre, il était fier de ce que les Power Rangers représentaient, puis ce que Tommy Oliver représentait. Fait que, c'était... C'est vrai qu'il a vraiment il a continué à porter le flambeau de la franchise, puis il était rendu le visage reconnaissable de toute la franchise au complet. J'ai même j'avais partagé à toi, Mundi, puis à toi aussi, Kevin, je pense, la vidéo où ce que tu vois Stan Lee. Avec Stan Lee, dans une convention. C'est dans une convention, un truc de la Comic-Con, en fait, où ce que tu vois Jason David Frank qui est avec son public, puis tu as juste Stan Lee qui arrive en plein durant sa conférence, puis qui dit au public à quel point Tommy, genre, le Green Rangers, était son Power Rangers préféré. Puis tu sens la sincérité, en fait, dans la voix de Stan Lee. Puis c'est vraiment touchant quand tu vois maintenant ce qui s'est passé avec Jason David, de voir, en fait, quelqu'un aussi iconique que Stan Lee dire son admiration envers Jason David Frank. C'est quelque chose que tu fais comme, oh my God. Ça fait juste établir à quel point c'est un personnage qui a marqué les générations, puis qui est l'image de la franchise. Puis il y a une phrase que Stan Lee a dit qui m'a marqué, c'est « Marvel got your back ».
Yeah, exactement, c'est vrai. Puis là, tout le monde a capoté dans la salle, mais ça veut dire gros, là. Ça veut dire, c'est une phrase qui est venue me frapper, là. Non, c'est vraiment touchant. Je sais pas, toi, Evans, même chose pour Mondi, j'imagine. C'était pas vraiment ton c'est ça. truc. Moi puis Mondi, on est un peu plus vieux sur la table. Donc, oui, j'ai zioté un peu Power Ranger. J'ai vu le film. J'ai quand même aimé le film. Le Power Ranger, c'est comme Mondi dit, je pense que c'était le fait que c'était l'approche que ça avait. C'était un peu plus jeune pour... C'est un peu plus jeune. C'est trop jeune pour mon âge à l'époque. Mais tout de même, j'ai zioté un peu. Puis oui, c'était le Power Ranger. C'était le Power Ranger à suivre dans la série. J'ai suivi. J'ai bien aimé ce que je voyais. Mais c'était pas quelque chose que j'ai accroché, que j'ai beaucoup suivi. Non. Je dois être franc. C'était pas mon Power Rangers préféré. Moi, j'étais vraiment... j'étais un gars j'étais un fan de Jason. Ouais, le Jason, Red Ranger, ça, c'était mon boy. Fait que quand le Green Ranger était arrivé, j'aimais vraiment pas Tommy. Parce que c'était un rival de Jason. Fait que moi, je l'aimais pas. Puis en plus, il est arrivé, puis il était un vilain, il était contrôlé par Rita. Fait que j'étais comme, j'aime pas... mais Jason l'a battu. Non, je sais. Non, puis en plus, Jason, c'est mon boy. C'est comme, yes! Fait que moi, mon expérience initiale avec Tommy, c'était un Rangers que j'aimais pas. Genre, puis j'ai pas aimé quand il a intégré l'équipe, mais au fur et à mesure, il est devenu un de mes préférés. Il n'est jamais devenu mon préféré à 100%, c'était toujours Jason. Mais c'est vrai que c'est un personnage que j'ai vraiment appris à aimer, puis qui s'est bien intégré. Puis quand il est devenu en plus le White Ranger, il y a vraiment eu une bonne progression, mais c'est vraiment juste très triste de voir ce genre de personne, ce genre d'acteur qui a eu un rôle iconique nous quitter en fait de cette manière-là, tu sais. Fait que, en espérant que les choses vont bien aller pour lui, pas pour lui, mais pour sa famille en fait, pour les gens autour de lui qui le connaissent. Puis, ses enfants. Exactement. Je sais pas s'il y avait des enfants. Oui, il y avait des enfants. Il y avait des enfants. Dont sa fille là, qui, on peut elle est souvent elle fait aussi des conventions, elle fait des arts martiaux comme son père. Puis oui. Je pense qu'elle chante aussi. Parce que lui aussi, c'est un martial artiste aussi. Hein. Il a fait du MMA. Il a fait des compétitions. Il est legit dans ça. C'est un legit. Il a créé son propre art. Ah oui, ça je savais pas. Ça je savais pas. Non, c'était quelqu'un qui était très... il était dévoué à son art. Il était dévoué, il était dévoué à ses fans, il était dévoué à son art. C'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Tu regardes quelqu'un qui a du succès comme lui, puis tu te dis, yo... Tout va bien. Puis non. C'est ça. Finalement, parce que pour faire qu'est-ce qu'il a fait, ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Ouais, exactement, c'est ça. Ça allait pas bien, malheureusement. Fait qu'il est allé retourner voir le Yellow Ranger. Trini. Ouais, qui est décédé dans les années 2000. Ah, ok. Anyway, je veux juste qu'on porte peut-être un toast à Jason David Frank. Cheers, buddy. Cheers. Tu n'es pas oublié, puis merci pour les bons souvenirs. Fait que, voilà. Yes. De toute façon, All right. Prochain sujet. Yes, sir. On a Quentin Tarantino. Yes, qui, Quentin. Exactement, qui a fait une remarque concernant les acteurs de Marvel. En fait, ce qu'il disait, grosso modo, c'était que les super-héros sont rendus les stars. C'est plus les acteurs qui... Les gens ne vont pas voir le film pour Chris Evans, ils vont voir le film pour Captain America. Ils vont pas voir le film pour... Robert Downey Jr., ils vont le voir pour Iron Man, tu sais. Mais je vais prendre le quote. Attendez. Vas-y. Part of the Marvelization of Hollywood is you have all these actors who have become famous playing this character. But they're not movie stars. Captain America is the star. Or Thor is the star. Je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Attends. I'm not even putting them down, frankly, to tell you the truth. But that is one of the legacy of the Marvelization of Hollywood. Fait qu'en fait, c'est ça ce qu'il dit, c'est que tu vois que
l'essence même de l'intérêt, c'est plus les acteurs, mais c'est plus les personnages. Contrairement à, on va prendre une star, en fait, d'Hollywood, The Rock. The Rock est une star d'Hollywood, parce que The Rock, c'est lui qui vend, tu vas voir le film pour lui. Mais Chris Evans, Robert Downey, qui sont pourtant le cœur du film, du deuxième film le plus rentable de l'histoire du cinéma, ne sont pas des stars. Mais ils le sont, mais selon Quentin, ils ne sont pas des stars, mais pas le Tom Cruise star. Non, je dis mon point. Vas-y. Il a raison. Puis il a raison à 100%. Je comprends totalement, t'as raison. Il a raison à 100%. Aussi. Ouais. Le monde ne va plus voir un film pour le nom de l'acteur. Avant, là, t'allais voir un Schwarzenegger, t'allais voir un Stallone, t'allais voir un Will Smith. Bruce Willis. T'allais voir un Bruce Willis. Ouais, Will Smith. Le film a été médiocre pareil. Tu vas voir le film de Bruce Willis, tu vas voir le film de Will Smith. Exact. Tom Cruise. Ces noms-là, des acteurs aujourd'hui... Robert Downey Jr. n'aurait pu arriver. Tu sais, c'est un acteur qui date de quand même longtemps. C'est un vétéran. Là. Mais il faut... Je veux dire, c'est quand même Iron Man, son plus grand rôle. Là. Et puis, le monde allait voir les Avengers pour Iron Man, pour Captain America, pour Thor, pour Hulk. C'est vrai que, dans un sens, que le cinéma a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de... On peut voir un peu de ressentiment pour les auteurs, ceux qui sont plus auteurs, un peu comme, tu sais, on en parlait souvent de qu'est-ce qu'il avait dit Martin Scorsese disait que c'était pas des films, c'était des roller coasters. Les acteurs qui sont plus auteurs, qui sont plus artistes, ils ont comme un certain ressentiment envers ce genre de film-là. Puis, et avec raison, je comprends parce que c'est leur art. Mais oui, l'acteur movie star est en train est déjà presque mort. Dwayne Johnson est présentement c'est pour ça qu'on dit que Dwayne Johnson est le plus grand présentement, actuellement. C'est pratiquement le seul movie star parce que, je veux dire, il peut vendre un film juste avec son... c'est un Dwayne Johnson. Mais le reste, c'est comme, par exemple, Henry Cavill. Tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il est populaire, mais Superman, il va vendre parce que c'est Superman. Je pense que tu as encore des stars qui peuvent émerger, mais... Je parle pas d'émergence. Je parle qu'actuellement, qu'est-ce qu'il y a... C'est ça, je veux dire, à part les personnes qui étaient déjà établies comme Jean et Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, c'est des personnes qui sont quand même établies, mais ils ont jamais atteint le niveau que Tom Cruise et Will Smith avaient quand ils étaient des méga-stars. Les méga-stars d'Hollywood, ça, il n'y en a plus. C'est juste Dwayne Johnson. Laisse-moi ajouter à ça. Je suis d'accord à 110%. Quentin, moi je veux dire Quentin. Je préfère. C'est ton boy. Quentin, c'est mon boy. C'est mon boy, Quentin. Puis Quentin, il dit. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme ça pour que tu l'appelles même? Yo, c'est un règlement de compte, ça. Quentin, qu'est-ce qu'il dit? Il a tout à fait raison. Pourquoi? C'est que nous, le Geekdome, les fans, quand on va voir un film du MCU, on va voir tout d'abord le personnage, la personnification, le personnage, comment il est représenté. C'est ça qui nous attire beaucoup plus au préalable, avant l'acteur. Et l'acteur, par la suite, pourrait prendre, comment je pourrais dire, un peu plus de place, comme Robert Downey Jr. Mais en général, il a raison, les personnages commencent à prendre de plus en plus de place. Mais où est-ce qu'il a tort, c'est juste dans le volet les films super-héros. Je pense que les stars existent encore en dehors du monde des super-héros. C'est sûr que c'est pas au même niveau que ça a déjà été dans les années 80-90, mais ça existe encore, moi, je pense. Mandy l'a mentionné, Dwayne Johnson, The Rock, et c'en est un. C'est lui qui est au sommet de la pyramide, mais il y en a encore quelques-uns qui sont encore là, qui peuvent vendre, que leur nom vend encore. Oui, il y en a encore. Mais c'est des personnes qui sont établies, des personnes dans la fin quarantaine, comme Leonardo. Genre. Oui, c'est ça. Il y en a encore. Comme tu viens de le dire. Matt Damon. C'est des gens qui sont c'est pas des mégastars. Non, il n'y a plus de mégastars comme on a déjà connu. Et oui, dans le monde des super-héros. Le monde des super-héros, dès qu'un acteur rentre là-dedans, c'est qu'il doit être prêt au fait qu'il ne sera pas... Il sera pas plus important que son personnage. On pourra le tasser à tout moment s'il fait plus l'affaire. Là. Parce que c'est pas lui c'est pas lui le point central, c'est le personnage, c'est le monde. Toi, Kevin, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas c'était quoi son
Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? La façon qu'il le dit. Je dirais que c'est plutôt objectif. Ouais. Parce qu'en fait, il a déjà dit qu'il n'était pas un fan des films de super-héros. Puis c'est correct, tu as le droit de ne pas être un fan. Il a même dit que c'est le pire era de films en général, mais tu as le droit de ne pas être un fan. Je trouve qu'honnêtement, de tous ceux qui ont critiqué les films de Marvel, c'est lui qui a été le plus diplomatique. Mais il a dit qu'il était ouvert à faire un film aussi dans le MCU. Ouais, mais ce serait comme selon ses règles à lui. C'est ça, c'est sûr. Fait que ça n'arrivera jamais. Mais parce que c'est pas... En fait, je dirais que le focus, c'est pas de savoir si c'est positif ou négatif, c'est plus de savoir comme est-ce que ça a du sens, ce qu'il dit, tu sais. Est-ce que pour toi, ça sonne vrai ou pour toi, tu sens plus que c'est... Captain America, Chris Evans, ça reste quand même un très bon acteur. Ça n'aurait pas été Steve Rogers s'il aurait pris quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu considères Chris Evans comme étant une star de cinéma? Tu vois, juste le fait qu'il faut que tu réfléchisses. Le fait que tu réfléchisses, mais c'est... Enlève Captain America. Star, c'est-tu genre Dwayne Johnson? Ouais, parce que ça peut être quand il parle de movie star, il parlait des movie stars. Parce que c'est peut-être plus long que ça. Lui, il parlait des acteurs à la Schwarzenegger puis à la Stallone. Parce que si, maintenant, tu prends Robert Downey Jr., oui, je le considère comme une star. Mais qu'est-ce qu'il a fait en dehors de Marvel qui prouve que c'est une star? Yike. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est ça la question, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. C'est que... Parce que quand tu prends tous ces acteurs-là puis que tu regardes la plupart des choses qu'ils ont fait en dehors de Marvel, qu'est-ce qui prouve ils ont c'est starté une star, avec... exactement. C'est Marvel qui les a un peu... Dr. Dolittle. Ouais, non, c'est ça. Sherlock Holmes. Parce que la réalité, c'est qu'on regarde Robert Downey Jr., qui est le cœur du MCU. C'est le cœur. Mais si tu regardes tous les films en dehors du MCU, il a Sherlock Holmes, aucun film qui est comme un gros succès, incroyable. Genre, il a fait des bons films qui ont bien fonctionné ici, à gauche et à droite, mais des gros trucs blockbusters, mainstream, genre en dehors du MCU, il a absolument rien dans ce sens-là, oui, même Chris Evans, c'est la même chose en tant qu'acteur principal, leading man d'un autre blockbuster. Ouais. Pas vraiment. Chris Hemsworth, par contre, je trouve qu'il approche le statut. Lui, il peut rapprocher. Je trouve qu'il approche parce que tu vois qu'il a fait des films en dehors puis qui ont eu un certain succès. Et qui fait que lui, je trouve qu'il a un potentiel de star. Étrangement aussi Chris Pratt de Guardian. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vraiment étrangement parce que c'est pas lui. Mais oui, je veux dire, comme Tomorrow War, ça c'est un film à gros budget. Tu vois que lui, Jurassic Park. Tu vois que il sort un peu de... Exactement. Tu vois qu'il a plusieurs gros blockbusters sous son CV. Exactement. Ouais. Fait que t'en as, je dirais que Tom Holland semble avoir ce potentiel-là aussi. Il peut l'avoir. Faudra voir. Tom Holland, je pense bien qu'il... Parce que comme il est jeune... Il a tout le temps, lui, de bâtir ça. Il y a beaucoup de potentiel. Là, j'avais entendu qu'est-ce que Antonio Banderas a dit. Vas-y. Il aimerait ça l'avoir. Il dit, s'il y a quelqu'un qui devait faire Zorro, ce serait Tom Holland. Mais c'est pas... on va même pas en parler. On va garder ça pour un autre topic parce que on va vraiment aller ailleurs. Mais oui. Je l'ai vu, ça. Mais ça, on va en parler la semaine prochaine. Les gars, ça serait drôle, hein? Ouais, non. Ça va partir en couille. On va commencer à dire... Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, what the fuck? Mais c'est les gars, c'est Banderas. J'ai eu la même réaction que toi. Mais ok, alright. Pour revenir, c'est Banderas, les gars. Mais pour revenir à notre sujet, donc par rapport aux stars d'Hollywood, comme Tom Holland, je pense que c'en est un potentiel. Oui. Mais t'en as pas beaucoup. Non. T'en as vraiment pas. Henry Cavill aussi a ce potentiel. Moi, je pense qu'il y a un potentiel. Moi, je pense qu'il y a un potentiel, lui. Mais oui, non. Fait, je dirais que moi, personnellement, je pense qu'il a raison, même si mon bémol à moi, c'est que je pense que c'est temporaire. Parce que je pense mais ça reste aussi des stars, pareil. Ouais, mais pas des stars typiques, genre comme que tu pouvais voir il y a comme 15-20 ans de ça. Quand il n'y avait pas de film de Marvel, comme on disait, genre c'est comme c'était Will Smith que tu allais voir. C'était, on va dire, Sylvester Stallone que tu allais voir, peu importe son film. C'était lui la star, c'était lui le Bruce Willis. Mais eux, ils ont commencé à quelque part aussi. Non, mais ils n'ont pas devenu des stars tout de suite. Mais Kevin, faut que tu comprennes qu'avant, là, le film était vendu par rapport au nom par rapport à l'acteur. Il marketait à l'entour de Schwarzenegger. Mais maintenant, on market à l'entour du MCU. Puis pour aller avec ton argument, Chris Evans, ça commence quelque part, mais il est rendu où? Il y a 10 ans de MCU, mais est-ce que... Puis là, je ne vais pas dire que c'est pas non plus une grosse star. C'est quand même une star. Ouais, j'adore Chris Evans, j'adore. Mais
Ou est-ce que c'est pas non plus un nouveau. Robert Downey Jr., il y a comme 30 ans de carrière. Fait que c'est pas du monde qui sont non plus débutants. Ouais. Mais ils n'ont pas non plus le CV qu'on peut dire, genre comme c'est une star mondiale. OK, je vais parler plus technique, OK? Ouais. Je suis un ancien infographiste, OK? Puis quand tu fais une image pour vendre un produit, souvent tu vas mettre le titre qui est accrocheur. Dans toutes les pochettes de 10 CD, DVD de Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. C'est toujours leur nom. Le nom est au top. Yes. Tom Cruise, Mission Impossible. Yes. Ouais. Bruce Willis, Die Hard 3. Oui. Tout le temps. Le premier titre que tu vas voir, la première chose que tu vois en haut sur ta pochette, sur ton poster, c'est le nom de l'acteur. Will Smith, Wild Wild West. Tout le temps. C'est ça, là, aujourd'hui, là. Il faut juste essayer de trouver un film où que tu vas voir le nom, par exemple, de Tom Holland en haut, puis après ça va être marqué Spider-Man en bas. En petit, genre. Non, c'est marqué Spider-Man. C'est marqué tout le temps. C'est marqué en haut. Robert Downey Jr. Avengers Endgame en petit. Je vais vous dire comment c'est marqué maintenant. C'est marqué Spider-Man No Way Home, puis tous les noms des acteurs en haut en petit. Oui, ouais. Toute la gang en petit. Puis Tom Holland n'est pas devant les autres. Il est juste... Il est au même niveau. Il est au même niveau que les autres. Fait que, non, Quentin... Il y a raison. Quentin, même si on veut pas être d'accord... Yo, oublie ça, man. Non. Il y a raison sur ce point-là. Quentin a raison. Sauf qu'il y a des acteurs qui émergent de ça. Puis quand que le era de Marvel va finir... on va voir qu'est-ce que ça va donner. D'après moi, je pense qu'il va en avoir 2-3 dans le lot là, qui sont là-dedans, là, qui vont pouvoir devenir des vendeurs eux autres mêmes. Mais je pense que qu'est-ce que Guillaume a dit là, t'as dit c'est temporaire. Chris, non, c'est temporaire. Non, on a raison. Chris Pratt? Non, pas Chris Pratt. Puis Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, c'est les deux Chris. C'est les gars qui sont en avance. Moi, je pense aussi. Mais Cavill, je doute. Non, mais Cavill, il nous a montré dans Mission Impossible. Puis il y a aussi sa série sur The Witcher. Non. Vous, les gars, ça fait. Je sais pas pourquoi je me signe avec vous autres là, sur Cavill. Là, mais vous mettez Cavill là, mais pour vrai, Cavill est là. Non, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire. Je dirais qu'il n'est pas encore là, mais il semble avoir ce potentiel naturel d'être à ce niveau-là. Ouais, mais c'est potentiel. Tout le monde a du potentiel. Non. Quand je suis t'as du potentiel. Non. Arrête là. Non. T'as jamais vu le film My Left Foot? Arrête là. Non. Cavill, genre si tu checkes comme tout ce qu'il faut pour être une star, tu coches son nom partout. Ouais. Oui. Fait que je dirais que lui... il n'y a pas potentiel. Exactement. Il peut le devenir. Mais il peut le devenir, Mondi. Arrête donc. Je dis, j'ai jamais... Yo, wow. Potentiel. Là, on met trop d'emphase là-dessus. Non, ok. Mondi. Tu prends Evan de Captain America. T'enlèves Captain America. Qu'est-ce qui reste à Evan? Pas grand-chose. Mais tu prends Cavill, enlève Superman. Il reste rien. Ouais, non, il y a je trouve qu'il est moins vide. Il vient de quitter Witcher, fait que Witcher c'est fini. Manzi. C'est débattable. Je dirais que au pire c'est un point de contention qu'on a par rapport à ce personnage. Est-ce que Cavill est devant Chris Evans? Ouais. Ben oui. Pour ma part, en termes de Star Power... Robert Downey Jr., non. Non. Mais... Star Power devant Est-ce qu'il est devant Jason Statham? Non. Est-ce qu'il est devant Channing Tatum? Non! Channing is my man. Sur le DVD de Magic. Channing, vend lui. Sur le DVD de Magic Mike, si tu écris Channing... Quentin par rapport. Mondi. Channing, j'ai oublié Channing, je m'excuse. Sur le DVD de Magic Mike, tu écris Channing Tatum. Tu marqué Channing Tatum en gros. 30 minutes de danse. Yeah. Non, pour de vrai, sérieusement, oublie ça, man. Yeah. Mais pour revenir au point, on va quand même conclure sur ce sujet-là. Fait que, vous dites-nous, en fait, qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Tarantino a raison? Est-ce que maintenant, le vrai focus sont les super-héros et non les acteurs? Fait qu'il n'y a plus vraiment de stars, mais la star, c'est maintenant le personnage qui est montré à l'écran. Fait que dites-nous ce que vous pensez sur ça.
Avant de continuer, on veut juste mentionner que cette vidéo est sponsorisée par l'Abyss, un resto-pub ludique qui est aussi un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on est aussi sponsorisé par hvocab.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, dont les t-shirts que mes amis ici portent. Non, pas moi. Puis aussi, on est aussi sponsorisé par Binet Illustration, disponible sur Etsy. Chez Binet Illustration, vous trouverez des cartes de souhait, impressions, t-shirts, autocollants et plus encore. Vous cherchez quelque chose d'original et d'exclusif. Vous trouverez de quoi garnir le bas de Noël du geek dans votre vie jusqu'à l'échange de cadeaux du bureau. Fait que passez chez Binet Illustration sur Etsy, Instagram, Facebook. Fait que puis il y a aussi un promo code exclusif, les Lucides, où vous avez 15% de déduit. Puis pour conclure, on vous invite aussi à rejoindre la communauté Facebook Les Lucides MGE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Donc, ceci étant dit, prochain sujet, on a eu un update par rapport à Blade, qui avait une situation extrêmement chaotique après le départ du réalisateur initial, puis le fait que le film avait été repoussé de 1 an à cause que le scénario apparemment était à chier. C'était pourri. Ça fait que après que Bassam Tariq a quitté le plateau, a quitté le projet en fait à cause de Creative Difference. Ils ont finalement trouvé un nouveau réalisateur, Yann Demenge qui est connu pour avoir réalisé des épisodes de Lovecraft Country. Puis ils vont en fait écrire un nouveau scénario from scratch, là, de zéro. Ils vont scraper de zéro. Là. Ils vont scraper l'autre. Là. C'est juste 90 minutes. L'autre, il n'y a pas grand-chose. Un nouveau scénario qui est écrit par Michael Starbury, qui est connu pour la scénarisation de When They See Us. Le film est maintenant supposé sortir le 6 septembre 2024. Fait que ceci maintenant étant dit, maintenant que vous savez... 6 septembre 2024. OK, c'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans. Fait que, en ayant ces informations-là, qu'est-ce que vous voulez voir d'un nouveau film de Blade? Ce serait quoi? C'est une bonne question. Ce serait quoi vous attendre pour que ce film-là fonctionne? Après tous les problèmes que le film semble avoir eu, puis là, les changements, parce qu'apparemment aussi, c'est bon, il faut que je mentionne ça, c'est qu'ils vont finalement prendre un ton un peu plus dark, mais c'est pas très... ils ne sont pas allés plus loin dans les détails par rapport à ça, mais grosso modo, qu'est-ce que vous voulez voir de film de Blade? Dernièrement, on a eu le special presentation de Werewolf by Night. Yes. Ouais. Peut-être pas un film de Blade en noir et blanc, mais j'irais plus dans ce sens-là. Werewolf by Night a été un des j'appelle ça un film, mais c'est pas un film. C'était un peu plus dark que tout le reste des films de Marvel qu'on a vus. Il y avait du gore, pas à un extrême, mais quand même un peu plus que tout ce qu'on était habitué du MCU. Fait que je pencherais plus vers ce côté-là. Quelque chose d'un peu plus gory, en fait. C'est quelque chose que tu voudrais voir, en fait. Est-ce que tu irais... Parce qu'en fait, Werewolf by Night n'est pas rated R. En fait. Est-ce que tu voudrais... que ce soit absolument rated R, ou pour toi, Werewolf by Night, c'est une bonne nuance? J'aimerais ça rated R, mais Werewolf, c'est une bonne balance. Une bonne balance. Moi, je pense Werewolf, ça serait la limite. S'ils décideraient de pas aller rated R, là, je pense que ça serait bon, parce que on voit du slashing, mais on voit pas de sang. Mais la manière que c'est fait, c'est quand même bien fait quand même le côté gore, le côté... violence, là, on va pas se mentir. Faut que je mette un bémol, par contre. Vas-y. La raison pour laquelle c'est pas rated R, c'est parce que c'est en noir et blanc. Ah, c'est à cause de ça? Ouais, parce que t'as une plus grande possibilité, liberté de manœuvre par rapport à ta représentation du sang quand tu fais ça en noir et blanc. S'ils avaient fait ça en couleur, probablement que le film aurait été rated R. Il y a des chances, en tout cas. Fait que t'as une plus grande marge de manœuvre, parce que c'est comme le sang n'a pas le même impact quand c'est en noir et blanc. Exactement. Parce qu'il y a deux couleurs, c'est bicolore. Exactement, c'est ça. Fait que ça, par contre, c'est un aspect qu'il faut quand même que je mentionne. Okay. Mais ouais, vas-y, continue, Evans. Mais merci pour la précision. C'est quelque chose que j'ai pas pensé, mais c'est vrai. C'est un bon point. Et s'il pourrait utiliser cet aspect-là, c'est pour essayer de pousser les limites là, du PG. OK, ça serait bien.
Mais parce que je veux pas que ça soit totalement... parce que Blade, c'est Blade, OK? Blade, il porte son nom, et il peut avoir une lame, il doit se lâcher un peu. Donc, il porte bien son nom. Regarde, là, on passe Blade, c'est Blade, là. Yes. Puis, moi, je m'attends à voir le Underworld, là. Moi, j'aimerais qu'on explore un peu plus qu'on explore un peu plus. On l'a vu un peu dans Werewolf by Night, mais le Underworld, là, le surnaturel, là. Voir ce monde-là, puis voir à quoi ça ressemble dans le MCU. OK. Monzi, toi? Pour que ce soit... C'est quoi ta question pour que ce soit un bon film? Qu'est-ce que toi, tu veux voir? Qu'est-ce que je veux voir? Dans un film de Blade? Moi, je veux voir... Dans le film de Blade, je veux voir... À part Wesley Snipes. Shit. Prochain sujet. Yo, j'allais dire non. Pour de vrai, sérieusement, je veux voir quelque chose de mature. De quoi ou qui va intéresser l'audience plus adulte. Pas juste un audience générale, mais un peu plus niche. Que Blade soit un petit peu plus niche que tous les autres films ou bien séries de Marvel. De quoi le plus mature. Pas juste plus violent, mais plus mature. Ouais. Que ça aille plus, un petit peu plus profond dans le côté supernatural, comme il a dit. Oui. Tu sais, les affaires avec les loups-garous, là, c'est les vampires. On peut voir des affaires avec la magie. Exact. Tu peux avoir des caméos de Ghost Rider, peu importe. Tu peux mettre du Johnny Blaze, peu importe. Là, tout ce qui a rapport là-dedans, Hannibal King. Tous les personnages mythiques de Marvel, tu les mets un peu là-dedans, tu peux leur donner des caméos. Bien sûr, regarde, ça c'est pour moi. Il faut que les fight scenes soient fraîches. On parle de Blade. Oui, là. Merci, Monzi. Merci. Si je suis capable d'avoir 80%, OK, 70% de ce que j'ai vu dans Shang-Chi, je vais être content. OK, même pas. Si je vois des fight scenes comme dans Winter Soldier, je vais être content. Oui. Je veux dire, OK, yes! Monzi, avec des lames, là, puis toi qui se bat contre 500 vampires, là, puis il bat tout le monde, là. Oh, yo, Winter Soldier, c'est minimum pour moi. Ouais, c'est minimum. Non, tu peux pas descendre plus bas que ça, là. Tu peux pas descendre plus bas que ça, parce qu'on parle de Blade, là, ici. Ben oui. On parle de Blade, là. Et aussi, si ils font des fights à la Daredevil, saison 1, saison 2, quand il descend, saison 3, quand il sort de la prison, ma vie, là. Ça, c'est juste pour moi, c'est personnel. Mais je veux de quoi le plus mature, sérieusement, de quoi le plus sérieux, ou pas quelque chose avec des, super tone down, avec des blagues, où le gars casse le quatrième mur, sort de l'écran, il vient nous parler, il parle à Kevin Feige, puis tout d'un coup, là, t'es comme ça, au robot. Non. La bullshit de même, là, c'est, gars, enough. Des affaires soft, des affaires qui sont drôles, tu sais, il y a des blagues qui se donnent, tu vois, Blake qui donne des blagues. Blake est même pas drôle, mais c'est même pas il n'y a même pas de sens de l'humour. Tu lui donnes une blague, le gars, il parle toujours au premier degré. Ouais. Oublie ça, il n'y a pas de sarcasme avec Blade, là. Je te casse les dents. Mais c'est vraiment ça qu'il va te faire, là. C'est pas une blague. Fait que non, sérieusement, de quoi de plus mature, supernatural, bon fight scene, de quoi qui se tient, 2h15 minimum. I'm good. Ouais. OK. De mon côté, en fait, je vais aller plus loin, en fait. Je sais que c'est pas ça qui va arriver. Vas-y. Mais vu que la question, c'est qu'est-ce que moi j'aimerais voir, rated R. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je voulais rester réaliste, mais pour de vrai. Non, mais la question, c'est vraiment comme qu'est-ce que moi j'aimerais voir, pas qu'est-ce qu'on va voir, parce que ce qu'on va voir, ce sera pas rated R. Ça, c'est déjà presque confirmé. Mais ouais, non. C'est clair, que j'aimerais ça, moi. Rated R, c'est clair là, que j'aimerais ça. Puis. NC-17, on va à fond. Ouais, là, par contre, en fait, je voudrais pas avoir NC-17. NC-17, ça ouvre la porte à d'autres choses aussi qui sont peut-être pas appropriées. Ça ouvre la porte à des tentacules. Ouais, non, là, on va en terrain dangereux, là. Pour un film Disney, ça va quand même rester un film brandé Disney. Là. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Le premier film de Disney ever, NC-17. C'est tellement rare, les films NC-17 en plus. Ouais, c'est vieux, ça passe pas. Mais non, Blade, dans son essence, c'est du rated R. Ça. Exactement. Fait que de le voir affronter des vampires, c'est pas Buffy the Vampire Slayers ou Angel que j'écoute, là. Non. J'ai pas voir les vampires, genre, comme juste dusty, genre, Tu vois Interview with the Vampire, en fait, le problème, c'est que surtout les deux premiers, les deux seuls films de Blade qui sont sortis,
Ben oui, parce que t'allais faire un lapsus, hein, t'allais dire 3. Non, il n'y en a pas 3, il y en a Ok, juste 2. Il y a juste 2 films de Blade qui sont sortis. J'ai Les cru deux entendre 3, les 2 films de Blade qui sont sortis ont juste marqué les esprits. Je veux dire, pour moi, c'est très difficile. Puis, tu sais, je dis ça, puis je sais que ça va être rated R. Il va falloir que je m'adapte puis je m'ajuste, mais idéalement, je voudrais que ce soit quelque chose de rated R, genre, puis violent, oui. puis... avec les fight scenes. Il y a de quoi pour... Il y a des personnages de Marvel qui sont carrément faits pour ça. Exactement. C'est pour ça que j'étais tellement déçu de Moon Knight. Ouais, t'as raison. Puis Deadpool, il devrait aller dans... Deadpool, il est rated R. Mais il devrait être dans ce registre-là, dans le rated R. Mais Deadpool, ça a été confirmé qu'il est rated R. Puis c'est ça qui me gosse un peu, c'est qu'ils ont accepté pour Deadpool, mais ils n'accepteraient pas pour Blade. C'est ça, c'est bizarre. Guillaume, te connaissant, là, t'as-tu vu le placement où c'est que le film est placé? En septembre? Yo, c'est un pit, là. Il n'y a pas de box-office en septembre. Ça ne veut plus rien dire ça maintenant aujourd'hui. Parce que mais au nombre de films qui sortent par année maintenant, ils s'en foutent. Là. Non, c'est le septembre, c'est pas un bon... Janvier, février, septembre, c'est pas des bons mois. Il y a une époque où novembre, c'était du caca. Il vient de sortir Black Panther qui va peut-être faire 1 milliard. Ouais, mais... C'est ce que je veux dire. Ben, novembre n'était pas super. Non, moi, c'est quand la fois que tu as vu un blockbuster sortir en novembre. C'est généralement en octobre. La Matrice 2, la Matrice 3? Non, c'était en décembre, ça. Ouais, mais ça me prend exemple. Anyway, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça mon point. Puis pour Marvel, le release date, ça commence de moins en moins à représenter de quoi. Là. Je veux dire, c'est comme Ant-Man en février, Blade en... Tu sais que Ant-Man ne fera pas 800. C'est correct, mais Blade ne va pas faire 1 million non plus. Non. Juste par la franchise, on sent que Blade, il va être content s'il fait comme 400 ou 500. Mais Monzi... C'est ce que je veux dire. Mais non, mais c'est vrai. Monzi... 400 même. C'est pas un film qui va avoir 200. C'est pas un film qui va coûter 200 millions à faire. Ouais. Ça c'est sûr. Fait que si le film fait on va dire 500 600. Ouais, il va faire 500. Exactement tout ce que je veux dire. Depuis qu'il rentre dans son argent. Mais exactement, c'est pas un film que tu vas sortir en juillet. Genre comme OK, Blade c'est notre biggest release of the year. Why not? Soyons réalistes. Pourquoi on ferait pas ils l'ont testé avec Black Panther, pourquoi on pourrait pas le faire avec Blade? Black Panther. Mais Black Panther, le premier, il était pas connu, Black Panther, ils l'ont sorti, puis mais il est sorti... Il était sorti en été, Guillaume. Il était sorti en... Il faisait soleil dehors. il faisait soleil. Merci, Evan. C'est très... Le soleil était proche. C'est bon, merci. Je suis quand même curieux juste de voir Black Panther son release day. C'est en février, gars. C'est quoi que vous parlez? Oh, wow! Ouais, il faisait beau. Il faisait soleil. Il faisait soleil. Février, c'est toujours un bon mois pour... Oui, c'est ça. Mais finalement, j'avais raison. Il faisait soleil. Il faisait soleil. Exact. Dans tous les cas, ça veut rien dire maintenant au niveau des dates. Mais pour revenir à mon point, c'est rated R que j'aimerais voir. Puis comme tu dis, au niveau des scènes d'action, je veux pas Blade, ce personnage qui est extrêmement physique. Fait que tu peux pas slacker sur les scènes d'action comme tu pourrais slacker sur d'autres personnages. Non. Je veux dire, lui, les scènes d'action, c'est de base. Là. C'est standard. Là. Ouais. Fait que là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi aussi. Il y a des gars qui viennent de la Malaisie là, qui ont fait Raid 1 et 2. Merci. Si vous allez chercher ces gars-là pour faire vos chorégraphies. Ouais. Moi, là... Avec des couteaux, là. Vous avez vu si Keanu Reeves, à 57 ans, capable de faire les 5 qu'il fait dans John Wick? Ouais. Moi, je veux voir ça avec ma sœur Sarah Ali, là. Il n'y a pas de shit, là. C'est pas comme ça, avec la superhuman speed, superhuman strength. Arrête, là. S'il fait pas ça, là, je vais faire, c'est quoi la joke? Je pense qu'au final, là, on a fait notre liste d'épicerie de ce qu'on aimerait voir. Noël passera pas pour nous. Je pense qu'il va falloir qu'on s'attende à être déçus. Noël passera pas pour nous. Non, mais sérieusement, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. J'ai des attentes très diminuées, très réalistes par rapport à ce film-là, surtout avec tous les problèmes de production. Mais si le film a un bon niveau d'action, une bonne histoire, l'acteur, j'ai zéro problème. Ça, je pense c'est la seule valeur sûre. En fait. L'acteur, c'est magnifique. C'est pas lui le problème. C'est exactement ça. Mais sinon... c'est vraiment mes espoirs pour ce film-là, même si je sais que ça n'arrivera pas. T'sais. Sinon, côté histoire, êtes-vous capable de dire ce que vous voulez un peu? Okay, regarde. Je suis pas un gros connaisseur du lore de Blade, mais j'ai pas vu grande histoire super intéressante de Blade tout court aussi. Est-ce que Black Knight, tu le veux dedans avec lui ou... ce serait intéressant ça par contre. Parce que c'est lui qu'on entend à la fin de Journals. Fait que est-ce que tu veux voir un film de Blade où ce qui entraîne
Non! Black Knight, Non, il est juste là pour t'aider. Non. Attention, oublie pas que Marvel, la façon de fonctionner... C'est pas mentor, là. Surtout quand ils introduisent un personnage, c'est toujours te focuser sur ton personnage. Fait que le film s'appelle Blade, fait qu'ils vont pas non plus... Si Black Knight apparaît, il va être un rôle secondaire très reculé. Je veux dire, il y a pas... Tu sais, quand ils introduisent Shang-Chi, c'était Shang-Chi, genre, tout ce que je veux dire. Fait que pour Blade, ça va être la même affaire aussi. Ils vont vraiment introduire le personnage. Ils vont peut-être laisser la porte à d'autres personnages pour apparaître, mais il y aura pas de focus sur un autre personnage. Là, on a un petit problème technique, fait qu'on est de retour à l'IA de la technologie. Mais dans tous les cas, pour conclure avec Blade, on a fait le tour, je pense, de ce qu'on voulait dire par rapport à Blade. On va passer au prochain sujet qui concerne Ben Affleck et Matt Damon qui ont lancé une compagnie, une maison de production, en fait, Artist Equity, qui va en fait se focuser à produire et réaliser des films, mais en s'assurant en fait de donner une plus grande part, un plus grand revenu aux cinéastes, puis aux crews, aux gens qui travaillent en fait sur les plateaux. Genre. Fait que là, on parle de les réalisateurs, les directeurs photos, les monteurs, les costume designers. En fait, tous les gens qui travaillent backstage, ils vont être mieux payés, en fait. Comment on peut l'expliquer, je pense, la manière, c'est un meilleur partage des revenus. Exactement, c'est ça. Avec l'équipe derrière un film, là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'émergence des réseaux de streaming, des sites de streaming, le partage de ces revenus-là est devenu débalancé dans le sens où les réalisateurs puis l'équipe de tournage ont commencé à perdre l'argent, exactement, ou de leur influence financière. Fait que là, c'est vraiment avec l'objectif, en fait, de rebalancer tout ça que Matt Damon... puis Ben Affleck. Excusez-moi. Ouais, ça, c'est des formations, guys. T'as une bulle au cerveau? Team America, man, pour ceux qui savent. Matt Damon. Mais non, fait qu'ils ils ont comme partie une maison de production. Yes. Par contre, une des informations qui est sortie, qui doit être encore validée, c'était que Ben Affleck travaillerait exclusivement pour Artist Equity, dans le sens où dorénavant, il ne travaille qu'avec sa maison de production. Il ne ferait autre chose, il ne ferait rien en dehors de sa maison de production. Fait que ça enlève potentiellement son implication pour ceux qui étaient encore intéressés, qui voulaient voir Ben Affleck revenir, dont moi en fait, qui fait partie dans le DCU. Dans le DCU en tant que Batman. C'est possible qu'à cause de ça, il ne soit plus disponible. Puis même en fait, je vais même mentionner, en fait, j'ai même son titre, il est le Chief Executive de Artist Equity, puis Matt Damon va être le Chief Creative Officer de leur compagnie. Ces deux gars-là, ils vont mourir ensemble, hein? C'est des meilleurs amis. Non, mais je te dis, ils sont rentrés dans ce monde-là ensemble, puis ils vont mourir ensemble. Ils ont respect. Non, mais je respecte ça, moi. C'est une belle amitié qu'ils ont. Ouais, je respecte ça, moi. Ils ont eu du succès avec Good Will Hunting, avec notre cher Robin Williams. Rest in peace. Mais ouais, non, exactement. Fait que juste savoir qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette annonce de Ben Affleck, Matt Damon, Artist Equity. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais ça va prendre du temps. Parce que qu'est-ce qu'ils font, là, c'est parce que ils vont se battre contre les grands sites de streaming, puis ça prend beaucoup de temps avant qu'on sente un effet sur qu'est-ce qu'ils font, puis possiblement qu'est-ce qu'ils font, si ça fonctionne, ça peut inciter d'autres compagnies à se lancer dans cette aventure-là, dans ce nouveau modèle d'affaires. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut qu'être bon là pour tous les artisans derrière les films là, pour qu'ils puissent être mieux payés et qu'ils puissent mieux vivre, parce que vivre de son art, c'est pas toujours évident. Puis toi tu peux le dire, tu peux nous en dire beaucoup sur ça. Puis l'intérêt aussi, c'est que ce qui est vraiment bien, c'est qu'il parle aussi des directeurs photos, des monteurs. Exact. Ça, c'est du monde qui sont vraiment dans l'ombre. Tous les artisans là derrière. Exactement. Fait que pour que eux autres, puis c'est pas du monde qui va faire des millions, c'est du monde qui vont travailler à l'heure, qui vont mettre beaucoup d'heures sur des plateaux, sur des tournages, mais qui ne vont pas nécessairement avoir leur juste part de ce que le film vaut. Je veux dire, quand tu regardes
Avengers Endgame, puis qui a fait 2,7 milliards, mais que ton costume designer, il a fait genre comme 30-40 000 ou même pas. Genre, je veux dire, là, je donne des chiffres de même, mais tu vois quand même qu'il y a ce gros débalancement-là. Fait que c'est sûr que si ces gens-là qui jouent un rôle, là, je ne sais pas nécessairement du costume designer, mais si ces gens-là jouent un rôle, puis qu'ils peuvent être payés à une meilleure valeur. Une juste part. Une juste part. C'est sûr que c'est toujours... c'est toujours ce qu'il y a de mieux, tu sais. Fait que, non au capitalisme sauvage. C'est quelque chose de positif. Puis je pense que c'est deux gars qui roulent leur boss depuis un bon bout. Fait qu'ils connaissent un peu Ils connaissent l'industrie. Ils connaissent la game. Fait que je pense que ça peut être un game changer dans les prochaines années. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis qu'est-ce que vous pensez... Toi, je veux savoir, Mandy, qu'est-ce que tu penses de ça? Vite de même. C'est juste une bonne chose. Sérieusement, je sais pas. Je veux dire, c'est de quoi positif, c'est juste pour changer. Si c'est pour donner plus à ceux qui sont dans l'ombre, tant mieux, mais go ahead. Mm-hmm. Puis pour revenir à la nouvelle, la possibilité, en fait, que Ben Affleck ne puisse pas apparaître dans le WB à cause de ses engagements. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que ça diminue les chances qui étaient déjà minces. Ouais. Parce que ça diminue ses chances, c'est sûr. Ça n'a pas été confirmé, mais à cause de son rôle, à cause de son investissement, c'est ça qui a été sous-entendu, dans le sens que c'était comme non, il va juste mettre... Puis en même temps, logiquement, c'est que si tu veux que ta compagnie fonctionne, tu vas mettre du temps. Puis tu vas faire en sorte que c'est comme qu'elle doit être à 100% impliquée dans tout ce que tu fais. Puis c'est ça qui est ressorti, en fait, de la nouvelle. Tu sais, ça serait un peu hypocrite d'arriver et de dire, OK, je vais aller faire le film. C'est exactement ça. Ça marche pas. Là. Non. Plus d'argent pour on va faire plus d'argent pour les artistes. Exact. Mais sur le côté, je vais faire un projet mais sur sauf WB. que je vais aller avec WB sur Batman. C'est exactement ça. Fait que d'où le pourquoi la chance, la possibilité de voir Ben Affleck à nouveau diminue encore plus. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, à part ce qui a déjà été tourné, genre comme pour Aquaman puis Flash, les chances de le voir au-delà de ces apparitions-là sont vraiment de plus en plus minces. Non, c'est ça. Fait qu'on peut passer quand même au prochain sujet, qui est le King of the Box Office. On avait fait des paris sur le box office de Black Panther, puis on n'a jamais fait la mise à jour de nos box office. Fait que juste faire un update de ce qu'on avait parié sur les films. Evans, toi, tu avais dit que Black Panther, Wakanda Forever, ferait 160 millions premier week-end, puis qu'il ferait 1,1 milliard total. J'avais dit qu'il ferait 175 millions, puis j'avais dit que ça ferait 1 milliard total. Maudit avait dit que ça ferait 165 millions premier week-end, puis 1 milliard au total. Puis Kevin t'avait dit 150 millions premier week-end et 1,2 milliard. Je vais me coucher. Yes. Fait que de facto, c'est moi qui a gagné le premier week-end à 175 millions. Le film a fait 180. Fait que je suis la winner. Fait que pour le reste, pour le total, va falloir qu'on suive ça au cours des prochaines semaines. Le film va probablement effleurer le milliard. Fait qu'il faudra voir s'il va le dépasser. Et ouais, ça fait que ça va être à suivre. Puis probablement la semaine prochaine, on va faire le King of the Box Office pour Avatar. Faire on pourra commencer. Bien oui, c'est vrai. On approche. Là. On approche. Ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines, gros max, en fait. Faudra voir, tu sais. Puis finalement, on embarque sur ma chronique M'as-tu vu? Yes. Donc cette semaine, je vais parler de Andor, qui s'est conclu en plus la semaine passée, en fait. Mais Andor, qui est une série de Star Wars qui met en vedette Diego Luna, Stellan Skarsgård, Forest Whitaker, Andy Serkis, Genevieve O'Reilly, puis qui est en fait le prequel de Rogue One. En fait, on suit le personnage de Cashan avant les événements de Rogue One. Puis tu vois en fait les soubresauts, les premiers soubresauts de la rébellion. Yes. Quand les trailers de la série sont sortis, mes attentes à moi, c'était de voir une série qui serait un peu plus mature, un peu plus adulte. Puis là, quand je dis mature adulte, je parle pas en termes de sang, parce que je sais que Disney, Star Wars, c'est pas ça, mais en termes de contenu. J'avais ces espoirs-là, pas nécessairement attentes, j'avais des espoirs par rapport à cette série-là pour qu'elle prenne ce ton-là.
Puis la série a agréablement dépassé mes attentes sur cet aspect-là. C'est une excellente série au niveau politique thriller. C'est vraiment, en fait, c'est un thriller politique. C'est même pas une série typique de Star Wars. C'est pas une histoire typique de Star Wars. Il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas beaucoup de pow-pow, puis de bataille, puis tout. C'est beaucoup de jeux de coulisses. Tu vois les problèmes de financement, l'aspect financier, de comment on va financer la rébellion. Tu vois les premières attaques qu'ils font pour fomenter une rébellion. Tu vois l'aspect même idéologique. Tu as des personnages dans la rébellion, le personnage de Luthen, de Stellan Skarsgård, qui est extrêmement nuancé. Genre, c'est le genre de série où ce que tu vois des personnages qui font comme est-ce que je sacrifie genre une trentaine de personnes pour sauver tel asset, c'est ce que je veux dire. Puis c'est souvent en fait dans ces zones de gris là. C'est pas l'histoire typique de Star Wars où ce que tu as tes good guys qui sont campés, puis c'est clair, il n'y a aucun doute. Genre, Luke Skywalker, c'est un good guy. Il est vertueux. Non, mais c'est ce que je veux dire. Alors que là, non. C'est clair. Alors que là, c'est que tu suis cet assemblage de personnages-là qui sont un peu plus nuancés. Cassian Andor, c'est un good guy, mais il n'hésitera pas à te tuer, genre, puis à tirer une balle dans le dos s'il faut. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas ce code. Il y a un certain code d'honneur, mais il n'y a pas ce code. C'est pas un paragon. C'est ce que je veux dire. Fait que tu as ces personnages-là qui sont un peu plus nuancés. Tu as même cette approche de la rébellion qui n'est pas, qui est beaucoup plus nuancée. Oui, l'Empire représente le mal, mais les tactiques que la rébellion doit prendre pour combattre l'Empire sont souvent aussi un peu plus nuancées, un peu plus gris. C'est pas juste genre comme we're the good guy et tout ce qu'on fait c'est la bonne chose. Fait que non, il y a ces questionnements-là idéologiques. Fait que c'est une série que j'ai adorée. J'étais agréablement surprise parce qu'elle a dépassé mes attentes. C'est clairement pas la série typique de Star Wars, mais au niveau du acting, les performances sont vraiment solides. Diego Luna, wow, il porte la série sur ses épaules, mais il est agréablement bien supporté par des personnages, par des acteurs tels que Andy Serkis. Puis comme j'ai dit, Forest Whitaker, qui à chaque fois qu'il est là, il vole la vedette. En tant que Saw Gerrera, genre, t'as une séquence avec Forest Whitaker puis Stellan Skarsgård. C'est comme tu as l'impression de voir un film. C'est littéralement ça. C'est comme, my God, la qualité des dialogues. Ça, c'est une autre affaire aussi. C'est Tony Gilroy qui a fait le... Exactement. Mais c'est que ça paraît. Dans le sens où que tu vois la qualité des gens qui sont derrière la caméra. Tony Gilroy, qui est connu pour son implication dans le Bourne. C'est lui qui a fait les Bourne. Les Bourne, exactement. Exactement. Puis tu as en fait aussi Beau Willimon qui est le showrunner de House of Cards. Qui est le showrunner de House of Cards, puis qui a écrit quelques épisodes de Andor. Puis la réalité, c'est que, tu sais, j'écoutais un des épisodes, genre, puis j'étais comme, tabarnak, c'est fucking bien écrit, genre, j'étais comme, yo, c'est qui a écrit ça? Puis je vois à la fin, je fais comme, Beau Willimon, showrunner de fucking House of Cards. Je fais comme, qu'est-ce que le showrunner de House of Cards fait à écrire un épisode de Andor? Je fais comme, ça le tentait. Tu me fucking yes. Non, mais par contre... Puis c'est politique. C'est extrêmement politique, c'est idéologique, ben c'est oui. pas... Il est fort là-dedans, il était fort là-dedans. Oui, Beau Willimon, puis ça apparaît dans la série aussi, tu vois, Andor, c'est une série qui est plus politique, fait que c'est carrément une cassure dans le ton de Star Wars. C'est le truc live action le plus adulte qu'ils ont fait, mais c'est aussi celui qui a le moins d'action, qui est le moins, je veux dire, mainstream, entre guillemets. Mm-hmm. Puis même pas entre guillemets, c'est le truc qui est vraiment le moins mainstream. C'est pas... ça prend... Je pense que le plus gros problème de la série, c'est que ça prend probablement 3 ou 4 épisodes avant que la série embarque réellement. Oui. Parce que les 3 premiers épisodes, c'est comme on établit beaucoup de personnages, puis je veux dire, entre guillemets, les enjeux aussi, même si on comprend c'est quoi les enjeux, mais le rythme est très, très lent. Mais passer l'épisode 4, oh my fucking God, c'est vraiment... c'est engageant, mais par contre, faut aimer les séries au ton un peu plus politique. Faut être prêt à écouter un Star Wars qui va avoir moins d'action, puis qui va être plus basé sur un jeu de coulisses.
qu'autre chose. Puis, par contre, en contrepartie, quand il y a des scènes d'action, elles sont extrêmement efficaces puis très cinématographiques, mais elles sont peu nombreuses d'épisode en épisode. Fait que, c'est une expérience de Star Wars qui est vraiment différente, mais moi, j'ai vraiment adoré. Même les vilains sont vraiment intéressants. Ils sont passionnants. Ils ont quelque chose que tu les suis, puis tu as Deirdre, qui est une officière de l'Empire. Tu sais que c'est un vilain, mais tu te surprends à prendre pour elle. C'est vraiment bizarre, mais comment elle est écrite, puis le fait que c'est une femme au sein de l'Empire, tu as comme ce sorte de double discours, parce qu'en fait, l'Empire ne permet pas à les femmes de vraiment succéder, genre, puis réussir. C'est vraiment un truc d'homme, genre. Ouais. Mais tu as envie de prendre pour elle, mais en même temps, elle est ruthless et cruelle, puis elle est efficace as fuck. Fait que ça fait un très bon vilain qui est vraiment très intéressant, que tu as envie de suivre. Fait que ouais, c'est extrêmement bien balancé. Puis c'est fun, honnêtement, de suivre une série de Star Wars où tu n'as pas de fucking Jedi, genre, puis t'as pas de lightsaber, genre, puis c'est possible de faire une série de Star Wars sans que ce soit focusé sur des blaster fights, puis des lightsaber fights, puis de la Force. Il y a rien, il y a même pas de mention de Jedi ou de la Force. C'est vraiment, genre, comme... On dirait c'est quasiment dans un autre univers. Mais la Force, les Jedi, c'est des... Eux autres, c'est une secte, là, c'est pour dans... Non, pas encore à ce moment-là. Pas encore à ce moment-là. C'est vraiment... non. Ils ont-tu mention de Vader, vu que... Non, mais Palpatine est mentionné. Okay. Mais c'est juste... Encore là, c'est ça la fin, c'est que ces personnages-là, ils sont mentionnés, mais ils n'ont pas de rôle. Il n'y a pas de ils sont pas... Tu veux pas quand tu suis l'Empire, c'est que là, l'Empereur n'est pas content, l'Empereur veut ça, mais l'Empereur ne joue pas de rôle dans la série, c'est ce que je veux dire. Fait que non, honnêtement, ça a été surprenamment une de mes séries préférées cette année. Je le conseille fortement, même si je vais mettre un bémol pour peut-être les fans qui s'attendent à quelque chose de peu plus action-pack. C'est vraiment pas le cas. Mais si vous êtes ouvert à quelque chose de vraiment différent, un peu plus politique, Andor, c'est définitivement pour vous, c'est vraiment une bonne série. Pour moi, c'est un 4 sur 5. Fait que une belle surprise, même si j'avais des espoirs, les espoirs ont été plus que comblés. Nice. Fait que ouais, non, je le conseille fortement. Fait que sur ce, je pense qu'on peut conclure notre édition pour cette semaine. Évidemment, on vous invite, comme d'habitude, à vous abonner si vous avez aimé ce que vous avez entendu et vu. Et likez les vidéos, abonnez-vous, commentez, ça fait une différence pour nous au niveau de l'algorithme. Fait que sur ce, merci à toi, Kevin, d'avoir été avec nous cette semaine. Merci, Kev. Guys, on se voit la prochaine fois. Merci à tous. Ciao.